Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Bienvenue dans Les Rubis Noirs, l'émission dédiée aux cadres, aux dirigeantes et aux intellectuels et entrepreneurs noirs afro-descendantes. Retrouvez-nous 2 mercredis par mois à 18h sur Radio Campus Paris ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Je reçois Mary Diagne, physicienne médicale. Bienvenue, enfin. Exactement. Depuis le temps qu'on essaie de se caler un rendez-vous. Depuis les débuts de la création de mon podcast. Exactement, c'est ça. Mais bon, voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, tu vas nous parler donc de ton métier de physicienne médicale. Exactement. Je t'avoue que lorsque j'ai appris que tu étais physicienne ou que j'ai lu que tu étais physicienne, j'ai pensé direct à physique-chimie, physicienne, je sais pas, en rapport avec l'espace ou je ne sais quoi, ou les mathématiques. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que être physicienne médicale et surtout, est-ce que vous êtes des médecins ? Alors, non. Nous ne sommes pas des médecins. Alors, le métier de physicien médical, en gros, si je peux résumer, c'est de la physique. On fait de la physique appliquée à la médecine. Donc, du coup, c'est de la physique des rayonnements ionisants. Donc, on travaille dans tout ce qui est traitement de cancer par rayonnement ionisant. Voilà, pour faire simple. D'accord. Voilà. Est-ce que, en tant que physicienne, vous avez la possibilité de pouvoir bifurquer en tant que médecin ? Non, alors, on peut, mais... Ou pharmacienne ? On peut, mais à ce moment-là, faut repartir de zéro. Enfin, soit de la première année ou de la deuxième, parce que du coup, on en avait discuté à un moment donné avec mes collègues. Mais c'est pas parce que tu es physicienne, tu as fait de longues études et que tu es physicienne médicale que tu peux arriver et être en 3e ou 4e année de médecine. Donc du coup, je pense que la première année éventuelle, mais je suis même pas sûre, je pense qu'il faut faire le concours et après réintégrer le parcours de médecin. Et même pharmacien ? Pharmacien, je me suis pas renseignée, mais à mon avis, ça doit être pareil. Parce qu'au fait, c'est des métiers complètement différents quand même. Différents. Voilà. Et qu'est-ce qui diffère de l'autre métier de physicien ? Parce qu'il y a physicien comme ce que tu es. Alors oui, et exactement. Il y a les physiciens en recherche et ces physiciens-là, ils font de la physique fondamentale. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la physique au rayonnement et à la médecine, à la médecine à la médecine classique. Alors, comment t'es venue l'idée de devenir physicienne médicale ? Parce que c'est pas quelque chose de commun. Exactement. Moi, j'ai jamais rencontré des gens qui me disent moi, je veux devenir physicienne. Oui, alors, faut savoir que moi, quand j'étais depuis toute petite, je disais à toute ma famille, à qui voulait l'entendre, que je voulais être médecin. Donc du coup, jusqu'à mes, on va dire 14-15 ans, pour moi, je me destinais à des études de médecine. Alors, arrivé au lycée, donc j'ai découvert les matières scientifiques telles que la physique, les SVT et les mathématiques, ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup, quand il a fallu choisir après le bac mon parcours universitaire, j'ai beaucoup hésité entre la médecine et la physique. Au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je vais commencer la physique, je vais voir si j'aime pas, je fais de la médecine. Et au final, j'ai bien aimé. Et en licence 3, je discutais avec une de mes bonnes copines. Alors, c'est grâce à elle que je suis physicienne. Et puis, je lui disais, oui, mais moi, quand j'étais petite, je voulais être médecine, je jouais à l'infirmière, je voulais faire médecine, je jouais à l'infirmière chez moi et tout. Et là, voilà, j'aimais aussi la physique à partir du lycée. Donc, c'était un dilemme pour moi. Et là, du coup, j'ai fait une formation de physique en vue d'être ingénieur, je sais pas, en électromécanique, un truc de ce genre. Et du coup, elle me dit, mais tu connais pas la physique médicale? Je dis, mais non, de quoi tu parles en fait? Et donc du coup, elle m'a expliqué ce que c'était la physique médicale parce qu'elle elle s'était déjà renseignée et elle voulait faire ça. Donc du coup, elle me dit, mais comme tu aimes la physique et tu voulais être médecin, c'est le bon truc pour toi. C'est tellement bien d'avoir des bons amis comme ça. Et surtout de discuter. Oui. Il faut discuter avec les gens parce que, je sais que nous, les Africains, entre guillemets, en termes de communication et même surtout de projection et on n'est pas, t'as un
cousin ou une cousine ou une grande sœur qui a fait ça, tu dis bah je veux faire ça. Alors que, enfin, en discutant avec les gens, en se renseignant et en se disant comment je vais m'orienter dans ma vie professionnelle, tu peux avoir des tips. Et du coup, c'est en discutant avec cette copine-là qu'elle m'a dit mais ce serait génial pour toi, tu pourras allier les deux matières ou les deux modalités professionnelles que tu aimes bien. Et donc du coup elle me dit d'ailleurs dans 2 semaines, à ce moment-là je faisais mes études à Metz, elle me dit dans 2 semaines je vais avec mon papa au Luxembourg, j'ai pris contact avec un physicien qui m'a demandé de venir visiter son centre, il m'expliquera comment faire pour être physicien. Et du coup je lui dis bah top, moi ça me va et tout. Là pour l'instant je me destinais à faire un concours et à entrer en école d'ingénieur, mais c'est top quoi. Et donc du coup 2 semaines après je me suis retrouvée avec elle dans la voiture de son papa direction Luxembourg. Et donc du coup un des physiciens de ce centre-là nous a accueillis, il nous a présenté le métier de physicien, il nous a fait visiter le centre et du coup c'était une révélation. Je me suis dit bah voilà, c'est ça que je veux faire. Donc, incroyable. Ça et mélange puis, la physique et la médecine. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui est machine des radiothérapies, vous vous occupez de ça. On s'occupe et le physicien médical ne travaille pas qu'en radiothérapie. En fait, dans notre cursus, on est formé à être physicien en radiothérapie, physicien en imagerie médicale et physicien en médecine nucléaire. Donc du coup, c'est quoi la médecine nucléaire ? La médecine nucléaire, c'est de la médecine où on utilise pareil des rayonnements ionisants. Et du coup, quand une personne lambda va faire un TEP scan, du coup derrière il y a le physicien qui a mis en place la machine, qui a vérifié les paramètres de la machine, qui est en collaboration avec les mainteneurs, avec le constructeur, pour que derrière, et du coup on va dire que c'est un métier de l'ombre. On n'est pas en contact avec les patients, d'accord. Mais derrière tout ce qui se fait, s'il n'y a pas le physicien, tu ça marche pas. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que les gens ne nous connaissent pas. Oui. Mais quand vous allez à l'hôpital, quand vous faites un scanner, même une radio simple, derrière il y a le physicien qui a mis en place. Je pensais même pas que c'était ça. Moi je pensais que les machines elles étaient là et puis. Non, du coup. Après eux ils viennent, ils savent comment ça marche quoi. Exactement. En fait il y a tout un processus avant qui permet de mettre en place la machine, de régler les paramètres, de vérifier, parce qu'en fait le métier de physicien médical est régi par une réglementation très stricte. Donc nous pénalement on est responsable pénalement. Donc du coup si tu mets en place une machine et que les paramètres de la machine sont mal réglés, du coup tu es responsable de ce que tu fais. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille en équipe, ne jamais travailler seul, ne pas avoir honte de demander quand on ne sait pas, parce que du coup derrière c'est des vies qui sont en jeu. Donc du coup de faire un scanner et de donner une dose astronomique, ça a des conséquences derrière pour le patient. Donc du coup tout ça, les médecins ne s'y connaissent pas en physique, ils ont un parcours de médecin. Ils n'ont pas des cours de physique fondamentale, de physique des rayonnements. Donc là, c'est le physicien qui intervient et qui permet d'utiliser ces machines-là de façon sécuritaire. Waouh. Donc voilà. Alors, on va revenir aux sources, aux bases. Oui. Tu disais que depuis que tu es petite, tu voulais devenir médecin. Exact. Déjà, dans ton entourage, y a-t-il des médecins, y a-t-il des physiciens ? Et surtout, est-ce que tu disais ça parce que tu voyais autour de toi qu'il y avait des médecins ou peut-être des personnes qui ont fait des études ? Déjà, c'est important pour toi de faire des études ? Oui, bien sûr. Tu viens d'un milieu où les gens sont dans le médical ou ont fait des études ? Non, pas du tout. Ma maman était secrétaire en dactylographie. Oui. Mon papa était dans le sport, donc du coup autour de moi, il y avait pas de médecin. Mais depuis toute petite, je sais pas pourquoi, j'ai été attirée par ce métier-là. Donc du coup d'ailleurs, quand il s'agissait d'avoir des cadeaux, je demandais ma petite mallette avec mon stéthoscope et tout ça, et je m'amusais à jouer avec ça. Donc du coup, après voilà. D'où ça m'est venu comme ça, je peux pas le dire, mais en tout cas, je sais que, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le milieu médical. Pour les études, tu as fait un bac S ? J'ai fait un bac S. Après, moi, j'ai fait toutes mes études élémentaires et lycée, tout ça au Sénégal. D'accord. Donc, je suis arrivée en France après le bac. Et donc, du coup, au Sénégal, à cette époque-là, c'était, il y avait trois
on va dire, filières scientifiques. Donc, soit c'était S1, S2 ouais, non, je pense que c'était S1, S2. Et donc, du coup, on faisait une seconde générale, S. Et du coup, après, une fois que tu as fait ta seconde, en fonction de tes notes, tu es soit orienté en scientifique pur, c'est-à-dire maths physique, ou sinon S2, maths physique, SVT. Donc, du coup, moi, j'ai fait un bac S2, donc maths physique, SVT. Du coup, ce qui me permettait, si je voulais faire de la physique fondamentale, de faire de la physique fondamentale. Si je voulais faire de la médecine, j'avais des cours de SVT qui pouvaient me permettre de faire médecine. Donc, voilà. Et puis après, je suis arrivée en France. Grâce à quoi Grâce à un Campus France, non, rien. Non, à ce moment-là, il n'y avait pas Campus France. D'accord, okay. Voilà, j'ai eu mon bac en 2003. Donc, du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas Campus France, mais j'avais déjà ma sœur qui était ici à Metz. Ah oui. Et donc, du coup, elle a demandé, je pense qu'elle est allée à l'université, elle a pris un dossier d'inscription, j'ai postulé et j'ai été prise. Ah. Donc, j'ai été prise en DUG Sciences de la matière. Et puis, par la suite, j'ai fait mes 2 années de DUG, puis j'ai fait une licence physique-chimie, option physique. Et après la licence, j'ai continué en Master 1 et Master 1 pareil en physique des matériaux, option physique. Et puis le Master 2, au fait, il faut comprendre que pour être un physicien médical, il faut faire un Master 2 spécialisé en physique des rayonnements ionisants. Et du coup, moi, quand j'ai voulu le faire, à ce moment-là, il y avait que 4 masters dans toute la France. Un master à Paris, un à Toulouse, un à Lyon et un à Nantes. Parce que c'est sélectif ou ça ? C'est sélectif. Okay. Parce qu'en fait, une fois que tu fais ton Master 2, tu as un concours à passer et ce concours-là, c'est un concours national. Et donc, du coup, après ce concours-là, tu as... à peu près comme les internes, mais les internes font plus d'années que nous. Moi, en tout cas, quand j'ai fait le concours et que je l'ai eu, j'ai dû faire 14 mois de formation, dont 2 de formation théorique et 12 mois de formation dans un hôpital. Donc, du coup, le parcours, c'est ça. Donc, quand j'ai eu mon Master 1, j'ai postulé aux 4 universités dont je viens de te parler. Oui. Et donc, du coup, j'ai été prise à Toulouse, Nantes et Lyon. Waouh. Donc après, avec ma copine qui grâce à elle, oui. Je me suis orientée dans ça. On s'est dit, alors on fait quoi ? Et donc du coup, on s'est dit Lyon ou Nantes et tout. Après elle s'est renseignée, elle m'a dit apparemment Nantes c'est bien, du coup on va à Nantes. Donc on est allé à Nantes, on a fait notre Master 2, puis on a fait le concours. En fait, le concours, tu le fais en milieu de Master 2. D'accord. T'attends les résultats. Normalement, tu le fais au mois de janvier, si je ne me trompe. Et normalement, au mois d'avril-mai, vous avez les résultats et on sait si on est pris ou pas. Et moi, quand je l'ai fait, ils prenaient à peu près 60 physiciens sortaient par an. Et là, je sais que ces derniers temps, la formation a beaucoup changé et par an, ils en prennent 40, max 50. Wow. 50 physiciens. Après, ça se comprend parce que il n'y a pas beaucoup de centres de radiothérapie. D'accord. Et dans ces centres-là, souvent, on est entre 5 et 10 physiciens. Donc, du coup, s'ils en forment beaucoup et que l'offre n'équivaut pas à la demande, à ce moment-là, voilà. Donc, du coup, ils essaient de réguler un petit peu, le métier pour pas qu'ils en forment plus que ce dont on a besoin. Donc, il y a un ordre ou pas ? Il y a un ordre des physiciens ? Il n'y a pas un ordre, mais... vous avez des règles déontologiques comme les médecins, je ne sais pas si vous prêtez pas sous serment. On ne prête pas serment, mais il faut ce diplôme-là. Pour exercer en tant que physicien médical, il faut ce qu'on appelle le DQPRM. C'est un diplôme de qualification pour les personnes qui peuvent exercer en tant que physicien médical. Et on vous apprend quoi durant les cours on vous apprend à manipuler des machines aussi ? En fait, et les matières, c'est des maths, on fait beaucoup de physique. Chimie. Non, on fait pas de chimie. On fait beaucoup de physique. On fait de la physique des rayonnements. On fait de l'informatique.
Parce que du coup, parce oui, que les machines, tout est informatisé. Même le traitement des patients, tout est informatisé. Donc du coup, on fait de l'informatique, on fait de la programmation. Parce que du coup, moi, j'ai des collègues qui sont à fond programmation. Donc du coup, ils essaient de scripter les procédures. Ils scriptent plein de choses pour permettre au fait qu'il y ait le moins d'interventions manuelles possible. Parce que du coup, ces interventions manuelles-là vont introduire des incertitudes dans le parcours et dans le traitement du patient. Donc du coup, on fait de l'informatique, de la physique fondamentale, des maths. Et puis de l'anatomie un petit peu quand même, parce que du coup, comme on travaille en collaboration avec les médecins pour le traitement du patient, donc du coup, on fait de l'anatomie et puis voilà, et ce qu'on appelle de la dosimétrie, mais tout ça, c'est au cours des stages pratiques qu'on t'apprend à faire tout ça. Wow, voilà. Mais en incroyable. théorie, on fait de la physique fondamentale appliquée à la médecine. Et ta copine, elle est toujours physicienne. Elle est physicienne. Elle, contrairement à moi, elle a voulu faire une thèse. Parce que du coup, les physiciens médicaux font aussi de la recherche. Ah, ok, d'accord. Et du coup, elle, quand on a fait le concours ensemble, puis on l'a eu toutes les deux. Elle, au fait, quand tu fais le concours, tu peux bloquer ta place. Tu bloques ta place et tu dis, moi, j'ai envie d'aller faire un doctorat de 3 ans. Et quand tu reviens 3 ans après, tu récupères ta place. Ah, c'est et bien. Du coup, elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a bloqué sa place. Elle est partie faire son doctorat. Elle est revenue 3 ans après. Du coup, elle a pu réintégrer la formation et faire les cours théoriques, puis sa formation pratique en hôpital. Wow. Et du coup, on a travaillé en plus un petit peu ensemble parce que moi, j'ai commencé à travailler à Nice. Et du coup, au bout d'un moment, j'en avais marre. Je voulais monter, me rapprocher de ma famille et tout. Et donc, du coup, je l'avais souvent au téléphone. Elle me dit, il y a un poste à Paris et tout. C'est pas encore publié, mais je vais te dire. Mais franchement, c'est une trop bonne amie. Hein. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Parce qu'il y a des personnes il y a des personnes qui ont les informations. Exactement. Et mais qui ne partagent pas. Exactement. Forcément. Ouais. Non, c'était pas son cas. Et donc, du coup, le deuxième poste que j'ai eu, donc c'est grâce à elle. Donc, elle m'a dit, envoie une candidature spontanée, tu vas voir et tout. Ça peut être cool pour toi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai été prise à ce poste-là. Donc, je suis montée à Paris. Et du coup, elle, quand elle a fini son DQPRM, sa formation, elle a travaillé avec moi, mais en tant que physicienne en imagerie. D'accord. Donc, du coup, la radiothérapie ne l'intéressait pas trop. Donc, elle était dans l'imagerie. Elle a travaillé un petit peu dans l'industrie aussi, chez Philips, je crois. Et puis là, elle fait un petit peu de recherche et un petit peu de pratique clinique. Toi, la recherche, ça t'intéresse? Ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait, c'est de pratiquer et de faire de la clinique. Donc voilà. Alors, quelles sont les compétences à acquérir pour exercer ce métier? Alors, d'abord, il faut les soft skills et les hard skills. Ouais. D'ailleurs, il faut avoir une bonne base en physique. En fait, la physique, c'est une matière où soit tu aimes ou t'aimes pas. Donc, du coup, si tu aimes la physique, je pense que beaucoup de personnes peuvent se plaire en physique médicale parce que c'est de la physique avec pratique. C'est pas quelque chose où tu fais des choses et tu sais pas sais pas la finalité de la chose. Alors que en physique médicale, tu fais des choses et tu sais que derrière il y a un patient qui est traité et qui peut guérir. Vous avez un suivi ou pas après par la suite? En fait, on demande aux médecins de temps en temps de nous faire des retours sur ce qu'on a fait, sur les traitements qu'on a fait. Des fois, ils viennent, ils nous disent vous vous rappelez de ce patient-là? Il est revenu, il est guéri ou voilà. Donc du coup, des fois, on a parce que les médecins on travaille avec eux tous les jours. H24, ils sont là. Ils peuvent pas aller sans nous. Nous non plus, on peut pas aller sans eux. Donc, du coup, parce que c'est eux qui ont les compétences médicales et nous, on a les compétences scientifiques, physiques, voilà. Donc, du coup, on travaille beaucoup avec eux. Et donc, du coup, les compétences à avoir, déjà, de base, il faut aimer la physique, avoir de bonnes bases, en physique, en maths, parce que du coup, il y a quand même des maths. Et puis voilà. Et avoir de très bonnes notes aussi à la fac. Parce que les concours et tout, faut être les premiers. Exactement. En tout cas, parce qu'en fait, ton lieu de stage dépend de ton classement au concours.
Donc, du coup, si tu veux vraiment, par exemple, si tu as fait toutes tes études en Île-de-France et que tu veux par la suite faire ton stage pratique en Île-de-France, bah, du coup, faut pouvoir choisir. Avoir le choix. Donc, à ce moment-là, bah, au niveau des concours, il faut être bien placé parce que du coup, le premier, il choisit et au fur et à mesure, voilà. Et toi, t'étais bien placée? Oui, j'étais bien placée et du coup, j'ai fait mon stage à Strasbourg. Parce que du coup, quand j'ai eu le concours, il y avait un de mes anciens maîtres de stage avec qui je m'entendais super bien. Du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit qu'est-ce que je fais et tout. Tu me conseillerais d'aller dans quel centre? Parce que du coup, comme c'est un petit milieu, tout le monde se connaît et du coup, les lieux de stage où c'est bien, où c'est pas bien, les gens savent. Exactement, les gens ils savent. Donc du coup, je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que je fais et tout. Je vais dans quel centre? Île-de-France, ça me dit pas trop et tout. Il me dit va à Strasbourg. Et du coup, je dis pourquoi et tout. Il me dit c'est un petit centre. Tu pourras. Ils ont plein de trucs. C'est un centre en évolution, donc du coup, tu pourras apprendre plein de choses. Du coup, va mes premiers choix à Strasbourg. Et du coup, je l'ai écouté. Et donc, il voilà. a raison. Et il a eu raison. Franchement, j'ai trop aimé mon année à Strasbourg. D'ailleurs, s'il y avait un poste, je serais restée. Et je me suis super bien entendue avec l'équipe. Ça s'est très très bien passé. J'ai appris plein de trucs. Et quand je suis arrivée, ils étails en train de changer leur plateau technique et du coup pour un étudiant c'est top parce que quand ils font les mesures ils t'appellent, quand ils dans le processus en tout cas de mise en place de ces machines là ils intègrent les étudiants, donc du coup c'était un vrai plus. Donc tout à l'heure tu disais que tu collaborais avec les médecins. Oui. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas exercer en libéral? Non. Après, ça n'existe pas, les physiciens qui exercent en libéral. Si, ça existe parce que en imagerie, par exemple, les physiciens peuvent, on va dire, exercer en libéral. Parce que du coup, à ce moment-là, en imagerie, le physicien n'est pas obligé, en tout cas, pas en hôpital, mais dans les cliniques privées, le physicien n'est pas obligé d'être là tout le temps, H24. Son rôle, ça va être de vérifier que les machines marchent bien, que les machines respectent les réglementations qui ont été établies et que la dose délivrée est bien ce qui a été demandé par le médecin. Et donc, du coup, ils peuvent, au fait, juste faire des contrôles qualité de façon hebdomadaire ou mensuelle, et à ce moment-là tu peux proposer une prestation de contrôle qualité, et ça tu peux le faire en imagerie médicale, et même maintenant en radiothérapie tout ce qui est contrôle qualité peut être externalisé. Donc du coup à ce moment-là il y a des physiciens qui ont ouvert leur entreprise de contrôle qualité. Et qui propose du coup des prestations de contrôle qualité soit le soir, en fait pour permettre aux médecins d'avoir le plus de temps de traitement patient, oui, et de dégager ces contrôles qualité là hors planning. Tu vois, nous par exemple on traite les traitements des patients, c'est de 7h30 du matin à 20h30. Donc du coup, et comme les contrôles qualité c'est réglementaire, c'est la loi, t'es obligé de les faire. Donc du coup, nous en tant que physiciens sur site, on leur dit on les fait dans les heures de travail. On va pas les faire la nuit. Oui. Donc du coup, certains centres, ce qu'ils aimeraient faire, c'est de dégager ces contrôles-là hors plage horaire journalier. Okay. Et donc du coup, il y a des physiciens qui se sont mis à leur compte et qui leur proposent de faire ces contrôles-là le soir. Par exemple, à partir de 22h à minuit ou de 22h à 1h du matin. Mais du coup, par des techniciens. Oui. Et du coup, depuis peu, c'est pas démocratisé, mais depuis peu, on commence à voir ce genre de pratique. Donc, du coup, tu peux exercer en libéral, mais ce sera pas de la clinique. Ce sera, tu t'occupes de la machine, tu vérifies que tous les paramètres sont OK, et pour permettre derrière de traiter les patients de façon sécuritaire. Wow, voilà. Incroyable. Toi, tu travailles où exactement? Alors, moi, il faut savoir que un physicien médical peut travailler soit en hôpital public, soit dans ce qu'on appelle des centres de lutte contre le cancer, un CLCC, ou sinon dans une clinique privée. Donc du coup, moi j'ai commencé à travailler dans un CLCC par choix personnel, parce que du coup je m'étais dit, quand tu sors de la formation de 14 mois, c'est pas assez, tu as besoin de te performer, d'apprendre autre chose. Donc du coup, et dans ces centres-là, on te laisse le temps
d'arriver, de prendre tes marques et puis voilà, t'as des responsabilités, mais tu arrives dans un centre où il y a déjà des gens qui sont formés, des seniors et qui peuvent te permettre d'avancer tranquillement. Donc du coup, j'ai fait le choix de faire ça. Donc j'ai fait 7 ans dans 2 CLCC. Et puis, au bout de 7 ans, je me suis sentie apte à aller dans le privé. Donc là, je suis dans une clinique privée. Incroyable. Voilà. Ouais. Il est temps de faire une pause musicale avec Lionel Richie. Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur 2 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes de retour, toujours accompagnés de Méridiane, physicienne médicale. Mary, tu es spécialisée dans tout ce qui est cancérologie. Oui, c'est ça. Mais il y a bien des physiciens et physiciennes qui sont spécialisés dans autre chose. Oui. Enfin, il y a des physiciens qui... Dans d'autres maladies, ce que je veux dire. En fait, quand on est physicien médical, on se spécialise pas sur une maladie spécifique. Ah, d'accord. En tout cas, c'est la cancérologie en général. Donc du coup, on traite tout type de cancer. Et après, c'est au médecin de voir comment il voit le traitement derrière. Nous, on propose une stratégie. Et puis voilà, le traitement, le parcours du patient est lancé. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Heureusement que je vais couper, que c'est pas en direct. Oui. Alors, tu es une femme noire. Oui. On le sait, on le voit. Tout à fait. Le milieu de la physique... Comment on dit ça comment ? Physique médicale. Physique médicale. Oui. Est-ce un milieu majoritairement dominé par des hommes ? Où il y a des femmes aussi. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de femmes noires, moins de femmes noires. Il n'y a pas beaucoup de femmes noires, mais il y a beaucoup de femmes en général. Je sais que, en tout cas, la nouvelle génération, je sais pas trop, mais moi, quand j'ai fait la formation, on était deux femmes noires. Une de mes copines, une que j'ai connue lors de la formation, et moi. Et donc, du coup, là, maintenant, je pense que ça a évolué. Et avant nous deux, j'ai pas connaissance. Il y avait des hommes noirs, pas beaucoup. Parce que, comme je dis, c'est un métier que pas beaucoup de monde ne connaît. Okay. Et donc, du coup, on n'est pas nombreux. D'accord. Tu as été confrontée à du racisme ou du sexisme ou pas ? Un petit peu. Après. Est-ce que tu as eu cette question de légitimité tout au long de ton parcours académique ? Est-ce que finalement je devrais faire ça ? Est-ce que finalement je suis capable de faire ci, de faire ça ? Moi, pas non. du tout. Moi, non, parce que j'avais un objectif et il fallait que je l'atteigne. Que ça plaise à. Pierre-Paul Jacques. Ouais, je m'en. Donc tu t'es pas posé la question du fait de ton genre. Bon, tu m'as dit que c'était un milieu majoritairement des femmes, mais le fait que tu sois noire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se freiner par rapport à ça, qui se mettent des barrières mentales, mais ils se les mettent parce que, voilà, au vu de la situation et du contexte. Oui, bien sûr. Non, ça m'a jamais effleuré l'esprit parce que, ma philosophie, moi, c'est que si la personne en face, si je la dérange par ma couleur de peau ou ma personne, ça n'engage qu'elle, en fait. Oui. Donc, du coup, moi, en tant que personne, ça me... Voilà. Pour moi, c'est à lui de gérer ses problèmes, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Donc, s'il a un problème avec moi, il a qu'à gérer ses problèmes. Donc, c'est pas à moi d'intervenir, de le rassurer ou quoi que ce soit. Donc, du coup, partant de là, ça m'a pas... En tout cas, je réfléchissais pas dans ce sens-là. J'avais des diplômes à avoir. Donc, je me donnais tous les moyens pour aller au bout. Et puis voilà. Le milieu est très compétitif ? Parce que tu me parlais de concours tout à l'heure. Oui. Il y a 4-5 masters dans toute la France. Oui, entre masters, je pense qu'il y a... il y avait un petit peu de compétition. Mais nous, entre nous, on s'aidait plus
à avancer ensemble. C'est vrai? Oui, franchement, quand j'étais en master et tout, on était 18 en master 2 à Nantes. Et parmi ces 18-là, on était 14 à vouloir passer le concours. Et franchement, entre les 14, il n'y avait pas cet esprit-là du tout. On révisait ensemble. Les annales, on se les passait. Franchement, on était plus coude à coude que plutôt que contre les uns contre les autres. Ouais. Et je t'ai pas posé la question, mais c'est drainant ou pas les révisions, le travail? Oui, bien sûr. Après, il faut absorber. Oui, pour le concours en tout cas. Après, en master 2, comme moi j'ai fait un master physique des rayonnements, et dans ce master-là, il n'y avait pas... Toute la promo ne voulait pas être physicien médical. Donc du coup, on avait des cours, on était préparés. Je me rappelle nos profs d'informatique. Ils nous disaient, quand on leur disait informatique et imagerie, parce que eux ils nous faisaient de la programmation, on leur disait oui, mais faut nous, on aimerait bien faire les annales du concours et tout. Et eux ils nous disaient mais nous on n'est pas là pour ça en fait. Ok, vous voulez faire le concours, vous révisez en dehors, et nous ce qu'on vous fait faire c'est pour plus tard. Parce qu'en plus dans le master il y a pas que des gens qui veulent faire le concours. Donc voilà, on vous donne des billes, on vous prépare pour plus tard, oui. Mais le concours nous en gros ça nous est égal quoi. Donc du coup donc en plus d'avoir ton master, il fallait travailler à côté pour pouvoir réussir le concours. Mais entre nous, comme on était très très soudés, donc du coup, on essayait de faire des séances de révision en dehors des cours du master, d'aller chercher des infos, de se les partager en vue que tout le monde ait le concours, quoi. Donc, voilà. C'est super ça. Ouais. T'as eu du soutien de ta famille? Oui, bien sûr. Après, je sais que pour les révisions, non, pas trop, parce que c'est pas un domaine, qui connaissait et qui maîtrisait. Donc, t'es la première physicienne aussi de ta famille? Oui, voilà. Mes frères et sœurs, ils sont plus. On a un petit peu fait. On a eu des parcours différents. Sauf mon grand frère et ma petite sœur qui sont tous les deux experts comptables. Ils ont eu le même parcours à peu près eux deux, mais sinon, j'ai une grande sœur qui est ingénieure hydraulique. Et une autre qui a fait elle a fait un master en qualité industrielle. Donc du coup, je suis la seule à m'être orientée en physique et plus particulièrement en physique médicale. Donc du coup, c'est pas un milieu qui maîtrisait. Donc du coup, j'ai dû après. Ils m'ont influencé dans le sens où, ils ont tous réussi. Donc du coup, j'avais pas le droit de pas réussir. Donc du coup, ça motive. Motive, et l'environnement, en tout cas familial, m'a permis d'avoir cette motivation-là à aller au bout, à ne pas lâcher, à me dire, il faut que je réussisse, quoi. Vu que tu es dans le domaine de tout ce qui est cancérologie. Oui. Et du coup, comment dire, tu as pour connaissance tout ce qui est en rapport avec le cancer du sein, des conseils que tu pourrais donner? Alors, ou pas? Oui, bien sûr. C'est notre quotidien. Donc, ce qu'il faudrait dire, le conseil que j'ai à donner à toute femme, c'est en fait, il faut savoir que tout cancer détecté tôt, le taux de guérison est beaucoup plus important que si on laisse traîner en se disant je vais à reporter au lendemain. Il faut pas. Si jamais, il faut déjà qu'on se renseigne sur le fait de faire un toucher, de vérifier si on a des ganglions, d'avoir en tout cas ce truc-là de se dire je vais vérifier, je vais palper mes seins, de vérifier s'il y a un truc d'anormal. Dès que vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, allez consulter. Faut vraiment pas traîner, parce que plus c'est détecté tôt, mieux c'est. Oui. Donc voilà, que ça soit le cancer du sein, que ça soit le cancer du col de l'utérus, ce que je dis tout le temps à mon entourage, à mes copines, mes sœurs et tout, faut pas hésiter à aller tous les ans voir un gynéco, vérifier que tout va bien, faire un frottis, et parce que plus c'est détecté tôt, mieux c'est. Donc voilà. Et est-ce que tu vois la tranche d'âge?
t'as la possibilité de... Oui, bien tu sûr. les vois pas, les patients? Je les vois pas, les patients, mais j'ai est-ce qu'il y a accès de plus en plus de femmes jeunes qui ont une vingtaine d'années comme... Vingtaine d'années, pas beaucoup, mais... trentaine plutôt. Ouais. Et maintenant quand on commence à prendre de l'âge, c'est là où on s'attarde sur les dates de naissance, parce que du coup on voit les dates de naissance des patients. Ouais. On se dit mais il a le même âge que moi, ou elle a le même âge que moi. C'est triste et tout. Il y a des jeunes, mais du coup voilà. Je me dis c'est la vie. Après, ça va pas nous empêcher de... En fait, il faut pas rester sur ça, parce que du coup, à ce moment-là, on pourra pas exercer ce genre de métier. Il faut avoir ce détachement-là qui te permet de faire correctement ton métier. Waouh. Voilà. Mais en fait, les machines que tu fais, que tu paramètres, c'est celles qui sont... responsable de tout ce qui est vomissement après la chimiothérapie. C'est à cause de tout ça que les gens ils vomissent, ils perdent leurs cheveux et tout ça? Oui, bien sûr. C'est pas possible y a pas une autre solution? Malheureusement non. Après, il faut savoir que la radiothérapie est un domaine qui évolue très très vite. Donc du coup, nous, ce qu'on essaie de faire quand on planifie ces traitements-là, les traitements des patients, c'est irradier la tumeur, c'est-à-dire essayer de détruire la tumeur, tout en préservant tout ce qui est organes sains autour. Donc du coup ça fait partie de nos missions. Donc par exemple quand on traite un cancer du sein, on va essayer de traiter la tumeur qui est dans le sein, tout en parce que du coup juste derrière le sein on a, en fonction de si c'est un sein droit ou un sein gauche, on a le cœur qui est derrière, donc à préserver, les poumons qui sont derrière à préserver. Donc du coup, et là, en fonction des techniques qu'on utilise, la moelle épinière aussi à préserver. Donc du coup, les nouvelles technologies qu'on utilise nous permettent quand même d'arriver à traiter ces cancers-là, tout en épargnant tout ce qui est cellules saines, organes sains autour. Voilà. Et comment ça se passe pour les bébés? Ils font chimio et radio? Oui. C'est lourd quand même. Hein. Tout dépend de la maladie. Donc ça, un médecin sera plus apte à en parler que moi. Mais en tout cas, il y a des collègues à moi qui sont spécialisés en radiothérapie pédiatrique. Ah d'accord, ça existe. Notamment à l'IGR, Institut Gustave Roussy, et à Curie Paris aussi. Okay. Ils sont spécialisés dans le traitement des cancers pédiatriques, et du coup ces personnes-là, en plus de leur formation, sont formées à accueillir les patients plus jeunes. Waouh. Voilà. C'est incroyable. Qu'est-ce que t'aimes dans ton métier? Parce que franchement, je vais être honnête avec toi, je vois que t'as les étoiles dans les yeux, ça pétille. J'adore ce que je fais. Ouais, franchement, j'adore ce que je fais. Il a l'air incroyable ton métier. Et je me suis dit, heureusement que j'ai discuté avec ma copine Badara, elle s'appelle Estelle, qui m'a permis de connaître ce domaine-là de la physique. Et donc, du coup, ce que j'aime dans ce métier, c'est que déjà, on est utile. C'est un métier où on travaille dans l'ombre, mais on est utile. C'est un métier où tous les jours, en fait, le matin, je peux me réveiller, aller au travail, mais je saurais pas comment va se dérouler ma journée. Oui. Par exemple, hier, j'ai commencé tôt. Dès que je suis arrivée, on m'a dit il y a une machine qui est en panne et tout, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, faut gérer le stress des manipulateurs, parce que c'est eux qui sont en contact avec les patients, c'est à eux de leur dire finalement vous n'allez pas avoir votre séance aujourd'hui, on va devoir reporter. Elles sont en stress parce qu'elles se disent comment je vais faire, je vais devoir reprendre mon planning parce qu'aujourd'hui le patient n'a pas eu sa séance. Et du coup, en parallèle à ça, du coup toi, il faut que tu essaies de régler la panne. Si jamais tu y arrives, c'est cool, elles sont contentes. Le patient peut avoir son traitement de la journée. Sinon, il faut faire le lien avec le constructeur qui, à distance, peut te donner quelques tips pour essayer de faire repartir la machine. Sinon, c'est à lui d'intervenir directement. Donc, du coup, hier, j'ai commencé à 7h30, 8h, je crois. Jusqu'à midi, j'étais sur les machines à voir comment... alors que... C'est casse-tête. Mais toi, t'aimes ça. Mais du coup, c'est cool. Parce que du coup, tu t'arrives le matin, tu sais pas de quoi ta journée sera faite. Voilà. Alors que d'autres jours, tu peux venir
bah, tout se passe bien. Tu te poses devant ton ordinateur, bah, tu planifies tes traitements. Si tu as des projets à avancer, tu avances dessus. Mais oui, d'ailleurs, je me suis dit, quand il y a des jours où il n'y a pas de panne. Oui, bah, à ce moment-là, on planifie les traitements des patients. Même les jours où il y a des pannes, tu es obligé de planifier les traitements des patients parce que du coup, tous les jours, le patient, en fait, en fonction de son cancer, en fonction de ce que le médecin, du schéma thérapeutique que le médecin a décidé, il vient tous les jours, il peut venir tous les jours à son traitement sur une semaine ou plus. Ou sinon, il peut venir un jour sur 2. Et du coup, ces traitements-là, pour que le médecin ou pour qu'on puisse les appliquer, il faut que le physicien médical vérifie le dossier, donne son go et qu'on puisse le traiter avant d'être traité. Il faut que le physicien vérifie le dossier, qu'on vérifie que ce que le médecin a demandé, c'est bien ce que la machine va délivrer. Et voilà. Donc du coup, si je suis pas sur les machines, je suis devant mon PC à soit planifier les traitements ou sinon vérifier ce que mes collègues, parce qu'en fait, comme c'est un métier à risque, en fait, il faut tout le temps une double vérification. La personne qui a préparé la machine, c'est le traitement, c'est pas elle qui va la valider. Donc du coup, on se valide, on s'auto-valide. On peut pas s'auto-valider. Oui. C'est une de tes collègues ou un de tes collègues qui doit valider toi ce que tu as fait pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que une erreur peut être fatale en radiothérapie. Ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou un truc? Après, comme qui t'a marqué ou peut-être comme c'est une chaîne, oui. Et souvent au fait, c'est pas la faute d'une seule personne. Ah. Voilà, parce que du coup, c'est collectif. C'est collectif. C'est collectif dans le sens où quand tu fais quelque chose, derrière, un de tes collègues doit valider. Après, on reste des humains. Tu peux vérifier certaines choses, en oublier d'autres, mais toujours est-il que la chaîne elle est faite de telle sorte que à la fin, on est censé détecter toutes les erreurs, les remonter, les modifier avant le traitement du patient. Donc après, on n'est pas à l'abri d'erreurs. Oui. Ça arrive. Dans certains, ça nous est pas arrivé dans notre centre, mais dans certains centres, au lieu de traiter le sein droit, ils peuvent traiter le sein gauche. Ouais. Mais du coup, cette erreur, une erreur comme ça vient en fait du début de la chaîne. Parce qu'à ce moment-là, si ça se trouve, c'est le médecin, la personne qui a fait le scanner, qui s'est trompé dans la notation et qui a mis gauche au lieu de droit. Donc, du coup, c'est tout un processus. C'est pour ça que je dis, ça peut pas être la faute d'une seule personne. Oui. Parce que, ok, si ça se trouve, c'est la première personne qui a fait l'erreur, mais dans la chaîne, à un moment donné, quelqu'un aurait dû vérifier, de dire j'ai un doute ici ou est-ce que tu es sûr de ce que tu fais, voilà. Et en fait, c'est le patient qui vous dit mais vous avez traité le mauvais sein ou c'est vous vous en rendez compte après? Des fois, en fait, normalement quand le patient vient en vue de son traitement, quand il est dans sa cabine où il se prépare, les manipulateurs sont censés lui demander vous venez pourquoi? Donc, du coup, parce que lui, il sait de quel côté c'est. Donc, du coup, il te dit, je viens pour un traitement de mon sein gauche. Et donc, du coup, toi, tu vérifies sur le dossier du patient, est-ce que c'est bien ce qui a été fait? Donc, du coup, l'erreur peut être détectée à ce niveau-là. Oui. Des fois, par manque de chance, on peut, tous les verrous peuvent sauter. Et c'est au moment de valider, parce qu'en fait, quand le patient est sur la table, on fait des images. Oui. Les manipulateurs font des images, ils appellent le médecin, ils lui demandent de valider ces images-là. Et le médecin, à ce niveau-là, il peut aussi dire il y a un truc qui va pas. Donc après, des fois, au fait, les erreurs peuvent être détectées à n'importe quel moment de la chaîne. Et quand il cible le mauvais sein, qu'est-ce qui se passe? Il y a des déclarations. Le sein, il est abîmé? Tout dépend de à quel niveau l'erreur a été détectée. Si l'erreur est détectée à la toute fin du traitement, du coup c'est qu'on a traité pour rien. Et à ce moment-là, il y a des déclarations, ce qu'on appelle ASN à faire, parce que nous on est contrôlé par l'agence de sûreté nucléaire. Donc du coup, quand il y a des erreurs qui sont faites, on les déclare à l'ASN, du coup qui décide après de la marche à suivre. Donc du coup, il faut informer le patient. Derrière, il y a tout un processus à mettre en place. Et du coup, l'ASN, il s'assure que l'erreur a été faite. On est d'accord. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait?
pour éviter que ce genre d'erreur-là se reproduise. Et du coup, le bulletin d'information est diffusé pour que du coup les autres centres aient conscience aussi que cette erreur-là peut arriver. Et du coup, que eux aussi, en amont de ce genre de problème, qui fassent des protocoles qui leur permettent d'éviter ce genre d'erreur. Les patients, eux, ils portent pas plainte ou quoi? Si. Après, pas contre nous, parce que nous, du coup, on n'est pas responsable du patient, mais contre les médecins, des fois, ils ont des procès. Mais c'est normal, parce que c'est quand même le sein, quoi. Genre... Oui, bien sûr. Après, l'erreur est humaine. Donc, du coup, faut assumer derrière et faire de telle sorte que ça se reproduise plus. Donc, franchement, incroyable. Tu es proche du Sénégal? Oui. Parce que quand on avait échangé ensemble, on avait mangé ensemble, je me rappelle, tu m'avais parlé de vouloir peut-être aller vivre au Sénégal, etc. Exactement. Est-ce que ton métier, tu peux l'exercer au Sénégal? Oui, là, ça commence à Il y a des équivalences? Oui, bien sûr, je peux, avec mon diplôme de physicienne, exercer au Sénégal. D'ailleurs, je me suis renseignée. Il y a à peu près 8 ans, je pense, j'avais réussi à décrocher un poste avec mes anciens maîtres de stage. Ils avaient un projet d'ouvrir une clinique privée au Sénégal. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé, mais c'est toujours d'actualité. Si je trouve et que les conditions sont réunies pour y retourner, pourquoi pas? Parce que dans tous les cas, tout est à faire. Tout est à faire. C'est pas comme ici où tout est mis en place. Il y a des choses à faire là-bas. Et ça m'intéresserait de participer à ça. Est-ce que tu te verrais aussi peut-être enseigner? Tu peux enseigner ou pas? Oui, je peux enseigner. Il faut faire un autre diplôme encore. Oui, je peux enseigner. D'ailleurs, j'ai de mes collègues avec qui je travaille qui donnent des cours aux écoles de manipulateurs radio. Et j'ai des collègues aussi, pas avec qui je travaille directement, mais d'autres collègues qui donnent des cours au niveau de la formation du DQPRM. Après, j'ai eu à donner un cours ou deux dans des écoles où on me demande de faire une formation sur un sujet spécifique. Après, c'est pas un truc qui m'intéresserait à 100%, quoi. en one shot, oui, je suis d'accord. Mais pas me lancer dans l'enseignement. Alors, on arrive au terme de ce magnifique épisode. Mes épisodes sont toujours magnifiques. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes femmes et aux jeunes hommes afrodescendants qui souhaiteraient se lancer dans la carrière de la physique médicale? Faut pas hésiter à se lancer dans les filières scientifiques, c'est possible. On peut le faire. Faut pas se mettre des barrières. Il faut se dire qu'il y a des gens qui ont réussi. Pourquoi pas moi? C'est possible. Se donner les moyens, avoir un objectif en vue et y aller à fond. C'est des matières scientifiques. Souvent, on nous dit « Ah, c'est trop compliqué ». Moi, quand je parle de mon métier, quand on me demande « Qu'est-ce que tu fais ?» et que je dis « Je suis physicienne médicale », les gens, ils sont à la fois intrigués et émerveillés. Je dis « Mais il n'y a rien de spécial, en fait ». C'est un bac plus 7, mais déjà, je me suis donné les moyens, j'ai même pas vu le temps passer. Ce que je dis, en tout cas, à la nouvelle génération, à mes cousins, mes cousines, mes jeunes frères et sœurs, c'est allez-y. Faut y aller à fond. Après le bac, vous voulez faire des études de physique, allez-y. C'est possible. Et puis, sky is the limit. Merci beaucoup Myri, merci d'avoir fait le déplacement. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram @ Les Rubinoirs, ainsi que l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.